Lisons. Donc on a parlé un petit peu d'alpinisme tout à l'heure. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta pratique? Est-ce que tu es aussi jusque boutiste que Virginie? Et ouais. Alors en termes de pratique d'alpinisme, moi j'ai surtout fait de la course sur glacier, mais pas du tout du niveau de l'Everest, ça j'en suis bien incapable. Moi c'est surtout de la rando, voilà, où on évolue dans le paysage, mais c'est pas, je me suis jamais fait aussi mal que mes personnages, ça c'est sûr. Et de toute façon, on est quand même confronté, l'Everest en tout cas, le corps humain n'est pas fait pour aller à plus de 7000 mètres. À 7000 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort, et l'être humain ne peut pas survivre là-haut. Et alors, d'abord, on lui apporte, il y a l'apport d'oxygène, il y a quand même pas mal de choses qui sont. On force un peu la nature pour aller grimper tout en haut et se dépasser. On se dépasse forcément dans ce genre de course. Mais moi, dans ma propre pratique, non, c'est de la pratique mignonne, c'est un petit peu d'escalade, bien entouré, à faire des pauses régulièrement pour regarder la beauté du paysage. Donc, voilà, enfin, c'est gentil. Alors toi, dans ton roman, tu nous fais découvrir la Mongolie et les rapaces. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Cette histoire de rapace, elle ne m'appartient pas tout à fait, puisque c'est mon fils aîné qui est complètement fan d'oiseaux et qui rêvait de porter un oiseau sur le bras, etc. Donc on lui avait offert un stage de fauconnerie. Et quand il en est revenu avec des récits extraordinaires qui m'ont vraiment donné la matière et les premières images de Fendre l'Azur, notamment le récit d'un pilote de chasse qui prend un oiseau dans la verrière explose, et le pilote parvient miraculeusement à poser son avion malgré tout. Et je me suis dit, c'est vraiment un point de départ extraordinaire pour un roman. Donc je suis allée moi-même faire ce stage avec ce même fauconnier qui, soyons clairs, m'a entièrement bisutée. Il m'a fait porter des oiseaux magnifiques, et déjà j'avais un peu la trouille, puisque c'est quand même très très proche du visage, hein. Et il m'a fait croire qu'il était absolument nécessaire de retirer le chaperon qui aveugle l'oiseau avec les dents. Ce que j'ai fait, et j'ai fait tomber le truc tellement j'étais stressée, je me suis fait engueuler, donc je garde pas nécessairement un souvenir ému de ce stage, j'ai appris plein de choses. Je n'en ai pas développé une grande passion pour les rapaces, que je trouve très très beaux, de très très loin. Alors tu peux nous parler un peu plus aussi de l'expérience la rencontre que tu as faite sur la base aérienne de Cazaux? Alors c'est sûr que, ne venant pas du tout du monde militaire et encore moins du monde de l'armée de l'air qui est encore spécifique, je voulais absolument pouvoir rentrer dans une base aérienne, mais ça ne se fait pas comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une lectrice qui est venue ici même en 2019 me disant « Je viens visiter mon fils qui est officier sur la base militaire de Cazaux ». Je ne l'ai pas laissé repartir comme ça. Et ce jeune homme, très gentiment, a organisé une journée entière d'immersion pour moi sur la base militaire, ce qui m'a permis de parler à des pilotes, à des effaroucheurs. Et puis, une chose en entraînant une autre, c'est souvent comme ça quand on construit une histoire, je trouve, on finit par rencontrer plein de gens qui nous apportent leur expertise. On se rend compte que finalement, le cousin de la belle-sœur, il a été pilote de l'air pendant des années avant de partir à la retraite. Et tout s'agrège de manière à pouvoir nourrir nos histoires et nos personnages. Voilà. Tu viens de donner un terme, effaroucheur. L'effaroucheur, c'est celui qui s'assure qu'aucun oiseau n'encombre les pistes au décollage ou à l'atterrissage, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques, pour peu que l'oiseau, quand on atterrit ou qu'on décolle, l'oiseau ne va pas exploser la verrière, il n'y a pas assez de vitesse. En revanche, il peut se mettre dans les réacteurs, et quand il y a de la volaille dans les réacteurs, ça peut être une catastrophe. Donc l'effaroucheur est là pour créer un climat d'angoisse pour les oiseaux et les espèces animales en général. On appelle d'ailleurs cet effaroucheur un agent du péril animalier, et il est chargé d'empêcher les oiseaux de nicher, d'empêcher les sangliers de traverser les voies. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui font de l'effarouchage pyrotechnique avec des fusées, avec du bruit, avec des haut-parleurs. Et puis il y en a qui font ça de manière beaucoup plus poétique avec des faucons.
et qui en fait crée un climat d'insécurité pour les petites espèces d'oiseaux. Et en fait, ça sécurise tout simplement les pistes. Merci. Donc, après la base de Cazo, tu as basculé sur la Mongolie. Bonsoir. Avec des gens qui s'occupent de rapaces également, qui chassent avec les rapaces. Ouais, c'est bien. Peut-être légèrement un peu plus haut, tu vois. Elle est un peu cascade. Oui, en fait, je voulais une Voilà, partie c'est de bien. l'histoire qui se déroule en Mongolie, pour les raisons Super. que j'ai évoquées tout à l'heure. Et j'ai découvert, là encore, il n'y a pas de hasard, qu'il existe en Mongolie une tradition aiguillère importée par les Kazakhs, et donc qui s'exprime sur les monts de l'Altaï, en montagne donc. Les aiguillés kazakhs habitant en Mongolie chassent avec leur aigle, le dress, on dit la fête, et vivent avec, vraiment, dans la maison, d'une manière très familière. Et je trouvais cette relation particulièrement intéressante entre l'homme et l'animal. Voilà. Merci. Lisons, toi, ton roman est sorti dans une collection un peu particulière qui s'appelle Impact. Tu peux nous en parler? Oui, Versant Noir, c'était le deuxième roman de cette nouvelle collection, qui est donc chez Hugo Publishing et dirigée par Clémentine Thiebaud, qui est mon éditrice. Et Impact, ça traite des questions environnementales, sociétales. En tout cas, c'est les vraies interrogations d'aujourd'hui. Voilà, et ça. Ouais, enfin, je ne sais pas trop. Non, c'était l'occasion Elle saura mieux vous en parler de moi. C'était l'occasion de mettre en valeur un peu cette collection qui est assez récente pour le coup. Oui, qui est une refonte de l'ancienne collection Hugo Stéphane. Et justement, dans ton roman, tu avais un message à faire passer, qui est la protection des massifs de l'Himalaya, qui est surexploité. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Alors oui, massif de l'Himalaya et les montagnes en général, et surtout les glaciers, en fait, c'est un véritable désastre écologique ce qui se passe là-haut, entre la pollution amenée par l'homme, qui déjà de façon très concrète sur l'Everest, c'est vraiment une question de déchets humains et matériels, qui ne peuvent pas être redescendus parce qu'en fait ça se compte en tonnes littéralement là-haut. Moi on m'a quand même dit qu'en arrivant sur le camp de base ça sentait mauvais, mais vraiment des excréments et compagnie. Donc ça c'est une énorme problématique. Il y a une charte qui a été signée pour que les gens soient obligés de redescendre leurs déchets. C'est toujours problématique parce que des fois c'est entre je redescends mes déchets ou je meurs parce que je ne peux pas, je n'ai pas la force, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Et puis donc ça continue à polluer énormément. Il y a aussi le fait que le Népal c'est vraiment coincé, un tout petit pays coincé entre l'Inde et la Chine. Et en fait, en termes de pollution atmosphérique, il y a vraiment les particules de charbon qui sont dégagées par les fours à charbon encore utilisés en Chine et pourtant interdits dans le monde entier, ailleurs, qui viennent se déposer sur les glaciers himalayens, ce qui fait un phénomène de glace noire. Et en fait, ça supprime le manteau neigeux et donc la glace fond 2 fois plus vite. Donc dans tous les cas, les glaciers vont disparaître. Alors normalement c'était 2050, en fait ça va être bien avant. Donc voilà, c'est assez catastrophique que ce soit de la main de l'homme, dans tous les cas, plus le réchauffement climatique accéléré par la main de l'homme. Enfin, là-haut, c'est juste triste, quoi. Voilà. En tout cas, le message est passé à travers ton roman. Il faut arrêter de grimper là-haut, en fait, tout simplement. Agathe, dans ton roman, on découvre la maison Athos. Alors, il faut savoir que c'est un dispositif qui existe vraiment, qui sert à accompagner les militaires ou les anciens militaires qui sont touchés par un état de stress post-traumatique. Est-ce que c'est important pour toi d'aborder ce sujet La première maison Athos a ouvert en fait à 15 km de là où j'habite. Et il y avait eu des journaux à l'époque qui en avaient parlé, qui racontaient cette maison pour soldats blessés psychiques. Puis c'était resté dans un petit coin de ma mémoire et au moment où j'ai créé ce personnage d'Anthony, pilote de chasse, je me suis demandé si j'allais lui faire subir un stress post-traumatique ou pas. Je me suis dit ça fait beaucoup pour une seule personne quand même, cet accident, il perd un œil, etc.
Et finalement, je ne sais pas très bien pourquoi, peut-être parce que j'ai des amis qui sont touchés par ce syndrome, j'ai eu envie de raconter comment on s'en sort. Je trouve que dans le roman noir et le thriller, on exploite très très souvent le stress post-traumatique comme un facteur de psychotisme. Je ne sais pas trop si j'utilise les bons mots, mais pour avoir lu beaucoup de romans de thriller, souvent le type qui pète les plombs est un ancien militaire qui n'a pas soigné son stress post-traumatique. Et j'avais envie de raconter l'inverse. Comment est-ce qu'on s'en sort? Qu'est-ce qui est mis en place? Et comment il faut être créatif, humain et aimant pour réussir à mettre en place un dispositif qui est aussi peu rentable. Parce qu'on sauve un soldat par un soldat par un soldat. C'est presque le même mécanisme que la justice restaurative. C'est quelque chose qui coûte cher et qui n'est pas forcément applicable à grande échelle. Et donc cette maison Athos, j'avais envie d'en parler et j'ai pu rencontrer le premier directeur de cette maison qui m'a parlé avec vraiment une grande humanité de cette démarche, de cette mise à disposition de ces gens qui avaient donné leur santé mentale à la France, en fait, tout simplement. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Puis je me suis rendu compte après coup que parler des soldats, même de toute personne atteinte d'un stress post-traumatique, c'était une sacrée responsabilité. Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, il y a des gens qui en souffrent profondément. Et je m'en suis aperçue, heureusement, une fois que le livre était sorti. Sinon, j'aurais pas osé, je crois, en fait. Merci. Virginie, donc toi, on sait l'ultra-cyclisme. En tant que femme, c'est complètement sécure de rouler. Alors, tu ne roules pas seule, mais est-ce qu'il y a des femmes qui roulent seules? Oui, il y en a. Après, tout dépend où on roule, bien sûr. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on est souvent dans des endroits assez isolés. Et finalement, c'est pas les endroits qui craignent le plus. Hein. C'est plus, faut faire plus attention dans les villes. Voilà. Mais oui, après c'est un sport plutôt masculin. Mais il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent, notamment grâce à la pratique du gravel, qui est un vélo un tout-chemin, si vous voulez, qui permet de faire de la route et du chemin. Et c'est un vélo de voyage, c'est un vélo qui permet de faire de la longue distance. Et les femmes sont pas forcément attirées par la performance sportive, qui anime plus la tête de peloton, on se tire la bourre, machin. Mais les femmes sont souvent attirées par le côté aventure, le côté voyage, le côté voyage sur le vélo et voyage intérieur. Donc on est de plus en plus nombreuses, malgré tout. Et la dernière, par exemple, il y a une course ultra qui s'appelle la Desertus Vicus, que j'ai déjà faite plusieurs fois, qui consiste à traverser l'Espagne, partir au pied des Pyrénées à minuit d'Anglette et rendez-vous en Andalousie. La première fois que je l'ai fait, on était 10 femmes. Et en avril, quand je l'ai faite, il y avait 40% de femmes sur 350 participants. Vraiment, il y a une évolution. Il y a une belle évolution, effectivement. Tu as traversé plusieurs pays, je crois. Lequel t'a semblé le plus beau au niveau paysage, tous les pays sont beaux parce que c'est vrai que sur un vélo, on ne découvre pas du tout les pays, les paysages de la même manière qu'en voiture. C'est-à-dire qu'il y a une intensité de l'instant qui est constante. Parce qu'en fait, on est toujours en action. Par exemple, je trouve que le temps se dilate, le temps s'étire. Parce qu'on est toujours en mouvement sur un vélo, on est toujours en mouvement aussi dans sa tête, puisqu'il faut être à ce qu'on fait, on est happé par le paysage.